Ça marche. Merci Jordan pour cette opportunité-là. Je pense qu'on est tous les deux bien enthousiastes de voir notre entrain envers ce sujet-là. Depuis le temps que je réfléchis à une stratégie pour revendiquer la gratuité des médicaments, je me dis il va falloir que j'ai des communications avec le milieu communautaire, il va falloir que ça va être une approche concertée. Puis écoute, tu m'as offert ça sur un plateau d'argent depuis le début qu'on échange ensemble. Je pense que tu as une courroie de transmission pour les messages que j'essaie de passer, puis l'un l'autre, je pense qu'on peut s'alimenter comme ça. Alors, j'apprécie énormément là, les opportunités que tu m'offres là, pour discuter de ce sujet-là, me tient très à cœur, c'est très évident. Alors, je vais vous parler de mes initiatives de recherche qui portent sur un éventuel programme de gratuité universelle pour les médicaments antirétroviraux au Québec. Alors, je réfléchis à ça parce que je suis un professionnel qui suit des gens qui ont le VIH, mais je réfléchis aussi à la question de façon plus large parce que je collabore depuis longtemps avec des organismes communautaires aussi. Je suis soucieux de la prévention du VIH aussi. Puis, dans la clientèle, dans mon quotidien, là, vous me voyez, je suis dans mon bureau aujourd'hui à la clinique externe. Je rencontre des gens qui ont des difficultés à se procurer leurs médicaments. Et puis, ben, chaque fois qu'il y a une personne qui est menacée par le VIH, que ce soit parce qu'elle a l'infection ou parce qu'elle est susceptible de l'acquérir, puis que cette personne-là n'a pas accès aux médicaments pour des caractéristiques plutôt techniques, mais le virus n'en tient absolument pas compte. Le virus continue de se propager, de se multiplier, de causer des ravages. Et je pense qu'on pourrait obtenir de meilleurs résultats à l'échelle québécoise si on adoptait un programme de gratuité. Alors, j'essaie de mettre en place des stratégies pour arriver à convaincre des preneurs de décision éventuellement de mettre ça en place. Alors, je peux vous parler de ce qui sous-tend là, toutes mes initiatives de recherche. Une des premières choses auxquelles on pense quand on pense en santé publique, on réfléchit à comment est-ce qu'un pays contrôle l'épidémie de VIH à l'interne, on va aller vérifier sa performance sur les fameuses cibles internationales. Donc, ceux qui connaissent pas ces cibles-là, c'est en principe une cible pour chacune des catégories de prise en charge des patients, des personnes qui vivent avec le VIH. On essaie d'obtenir 95 de succès dans chacune des étapes de prise en charge. Donc, on parle par exemple de améliorer le diagnostic en faisant le dépistage plus souvent. Donc, si on réussit à diagnostiquer 95 des infections, on va avoir un meilleur contrôle naturellement parce que les gens vont savoir qu'ils ont l'infection, puis ils vont probablement chercher à obtenir des, euh, des soins. La deuxième catégorie, ce sont les gens parmi ceux qui connaissent leur diagnostic, les gens qui acceptent et qui ont accès à un traitement. Donc, si vous regardez à l'échelle canadienne, le premier 95 on ne l'atteint pas tout à fait. Dans la dernière mesure qui a été publiée pour 2022, on était à 89. Donc, il y a des efforts à faire sur le dépistage. Mais dans la deuxième catégorie, ce sont parmi ceux-là ceux qui sont sous thérapie. Alors, on voit qu'on a un retard sur la cible de 95. On est à 85 à l'échelle nationale. Si on pense au Québec, vous voyez, les chiffres de performance sont un peu inférieurs. On est à 82. Ce qui veut dire qu'il y aurait 18 des gens qui connaissent leur statut, qui savent qu'ils ont le VIH, mais qui, malgré tout, ne prennent pas de traitement. Puis après ça, bon, la dernière catégorie, ce sont parmi ceux qui sont sous traitement, là, ceux qui réussissent à obtenir une charge virale indétectable. Alors, une fois que les gens sont sous thérapie, on sait que ça fonctionne. Les thérapies modernes qu'on a fonctionnent très, très bien là, pour contrôler le virus, mais encore faut-il pouvoir se la procurer. Alors, il y a un trou qui est là. Il y a différents facteurs qui font en sorte que des gens pourraient ne pas être sous traitement, mais je pense qu'une des causes, c'est le fait que le traitement a un coût associé. Alors, comme c'est pas gratuit, il y a certaines personnes pour qui le coût pose un problème. À l'échelle canadienne, il y a 7 provinces et territoires qui offrent les médicaments gratuitement. Puis si vous regardez la carte du Canada, là, en rouge, ce sont les provinces et territoires où la médication est gratuite. Vous remarquerez que c'est pas nécessairement une mesure là. Tu sais, normalement, on verrait les provinces qui sont plus sociales, je dirais, offrir ce genre de programme universel-là. Et c'est pas du tout le portrait qu'on a. Vous voyez l'Alberta, la Saskatchewan qui offre la médication gratuitement. En fait, depuis le printemps dernier, il y a le Manitoba qui s'est ajouté à la liste. Donc, on est rendu à 8 provinces et territoires qui offrent les médicaments gratuits à l'ensemble de leur population. Et donc, ça laisse un peu le Québec et l'Ontario là, isolés au sein du Canada, là, parmi ceux qui n'offrent pas ces programmes de gratuité-là. Alors, on salue nos collègues du Manitoba. Je suis bien content pour eux, mais je pense que c'est surtout un signe d'espoir. On voit que les choses peuvent changer. C'est pas immuable là. Dans une province comme ça. Les choses ont changé pour différentes raisons qui ne sont pas nécessairement similaires là, à ce qu'on observe au Québec, mais ça demeure, je pense, une source d'espoir.
Je fais un petit peu d'historique là, sur le militantisme. Je ne suis pas le premier à parler de gratuité des antirétroviraux. Je vous mets ici une position qui avait été diffusée par un regroupement de pharmaciens canadiens qui s'intéressent là, aux soins du VIH. Alors, c'est une position qui est disponible sur le site Internet là, nous autres, on appelle ça le CHAP, là, c'est l'acronyme. Alors, c'est un groupe de pharmaciens qui disent en fait qu'on devrait offrir à travers le Canada la thérapie de façon gratuite à l'ensemble des patients. Quelques articles qui sont parus dans les médias au fil du temps. Quand on a commencé à entendre parler de PrEP, donc la prévention du VIH, tout de suite les questions se sont posées à savoir comment cette prévention-là va être accessible. Et puis, on a interviewé différents professionnels, les journalistes ont interviewé des professionnels de la communauté, puis chaque fois, on recommande la gratuité. Il y a plusieurs personnes là, qui se sont prononcées dans les médias. Il y a même eu une pétition qui a été circulée en 2018. Peut-être que certains parmi vous avaient signé cette pétition-là. Ça a été acheminé à l'Assemblée nationale. Malheureusement, il y a eu la fin de la session parlementaire avant que la pétition puisse être adressée en Chambre, ce qui fait que dans ce temps-là, les pétitions sont ignorées, là, sont archivées, puis ça n'a pas été adressé là, à l'Assemblée nationale. Donc, on n'a pas pu cheminer davantage. Mais malgré ça, il y a d'autres voix qui ont continué de s'élever pour continuer de parler de la gratuité, surtout autour de la journée mondiale là, du sida, donc autour du 1er décembre. Là, vous voyez ici un article qui a été publié en 2018 dans la Gazette où un de mes collègues, le Dr. Cox, qui pilotait là, un groupe d'auteurs, se prononçait justement pour revendiquer une fois de plus un programme de gratuité national. Vous connaissez certainement Régent Thomas qui le souligne souvent dans ses entrevues avec les médias. Ça, c'était un article qui a été diffusé dans le FUG en 2021. Et encore une fois, dans son article, dans son entrevue, il mentionne que tous les traitements relatifs au VIH et à sa prévention devraient être gratuits, comme pour toutes les autres ITSS. Alors, moi, j'arrive un peu dans ce contexte-là. Je veux dire, j'avais réfléchi avant, j'avais participé à certaines initiatives, mais à partir de 2021, je voulais mettre quelque chose en place pour arriver avec une stratégie plus orchestrée, là, pas juste la revendication dans des entrevues, là, mais quelque chose de plus structuré. Alors, une des premières choses qu'on me disait, c'est il faudrait que tu arrives à démontrer qu'un programme de gratuité va vraiment, véritablement faire une différence. Ça paraît un peu curieux, là, pour plusieurs d'entre vous, ça tombe probablement sous le sens. Là, si les médicaments sont plus accessibles, logiquement, ils devraient avoir des meilleures réponses de santé. Mais en science, il faut arriver à démontrer. C'est pas si simple que de faire des affirmations. Il faut le démontrer. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est tout simple. Là, c'était en 2018. On a fait une petite revue rétrospective. On a regardé parmi les patients qui sont suivis chez nous, dans ma clinique là, à McGill, on a classifié de façon rétrospective les patients qui avaient accès à la gratuité par le biais des programmes de soutien des compagnies pharmaceutiques. Donc, on était capable de documenter que ces gens-là avaient la gratuité parce que c'est l'impact de ces programmes-là. Quand les patients viennent nous voir et qu'ils ont des difficultés financières, on les inscrit à ces programmes de soutien-là des compagnies et ça leur procure la gratuité. Donc, on a comparé ces patients-là à un groupe de patients, en fait, à eux-mêmes, mais dans les 6 mois qui précédaient le moment où ils recevaient le programme de gratuité. Et puis, ben, ce qu'on a été en mesure de démontrer, là, c'est seulement sur 6 mois, là, c'est pas une très longue durée de suivi, mais sur 6 mois, on a démontré une réduction de la charge virale chez ces gens-là. Pour le reste, la durée puis le nombre de patients était trop limité là, pour qu'on arrive à démontrer, mais déjà, on avait un signal qui était favorable, qui nous montrait que, bon, quand on réussit à améliorer l'accès, les gens sont un peu mieux contrôlés. Je voulais aller plus loin que ça. Je voulais faire une revue de la littérature parce que j'ai pas tout à fait. C'est difficile à étudier comme sujet et je me disais, ben peut-être qu'il y en a d'autres qui ont fait cette démonstration-là. Et puis, si on arrivait à essayer euh, populariser les résultats des autres sur les impacts de la gratuité, peut-être qu'on arriverait à avoir un discours plus crédible. Alors, j'ai sollicité un groupe d'étudiants. On a commencé à faire ça. C'est un groupe d'étudiants qui était en pharmacie en 4e année. J'ai sollicité ce groupe-là pour faire une revue de la littérature. Alors, on a revu tous les articles scientifiques qui avaient été publiés qui permettaient d'analyser là, l'impact d'offrir les médicaments gratuits à une population. C'est pas nécessairement facile parce que on peut pas vraiment étudier deux groupes de façon prospective, dire à des gens, bon, ben toi, tu vas payer, puis toi, tu ne paieras pas. Ce ne serait pas très éthique de procéder comme ça. Donc, il faut y aller un peu par des expériences plus naturelles, si je puis dire. Là, il y a des endroits dans le monde où est-ce que du jour au lendemain, on a décidé d'offrir un programme de gratuité, puis là, ben, on peut étudier pour voir comment s'est déroulée là, la prise en charge des gens avant et après cette fameuse date-là où on a offert la gratuité. Alors, avec ce groupe d'étudiants-là, on a identifié
une longue liste de bénéfices qui sont identifiés dans la littérature attribuable là, avec la gratuité des médicaments. C'était des étudiants de quatrième année en pharmacie, très motivés, mais pas très outillés pour faire un exercice scientifique. Alors, on a quand même réussi à publier nos résultats au Congrès canadien, le congrès qui s'est tenu à Québec en 2023, le Congrès canadien. Nous a accueillis là, avec la fiche. Là, vous avez une photo de nous qui présentions nos résultats. Mais la plupart des gens qui nous visitaient disaient, ben, ça te prendrait une méthodologie scientifique. Il faudrait que tu aies d'une façon plus rigoureuse à aller fouiller la littérature, parce que là, vous avez cherché de façon un peu manuelle et tout ça, mais là, il faudrait le faire de façon robuste. Alors, vous voyez, on a présenté ça dans un congrès. On avait remporté le prix de la meilleure affiche pour le congrès annuel des pharmaciens en établissement de santé. Alors, avec la gang d'étudiants dont je suis bien fier, là, on avait les bases, on avait acheté les bases pour, ouais, ça c'est le Congrès canadien qui nous avait accueillis. On a acheté les bases pour faire effectuer une revue systématique de la littérature. Alors, quand on fait une revue systématique de la littérature, on utilise un protocole. Ça devient de la recherche scientifique. Alors là, il faut procéder d'une façon plus détaillée et plus rigoureuse pour faire notre recherche, notre revue de littérature. Et là, ben, c'était pas possible, considérant là, tout le travail que ça implique, c'était pas possible de chercher tous les avantages que vous avez dans une liste comme ça. Il fallait se restreindre parce que ça aurait été trop de travail. Alors, on a choisi parmi la liste là, de tous les bénéfices qu'on pourrait tirer d'avoir des médicaments gratuits, certaines choses qui nous apparaissaient plus crédibles aux yeux des décideurs, les preneurs de décision, les politiciens, les responsables de santé publique. Alors, bon, c'est sûr que c'est intéressant de savoir, par exemple, qu'on pourrait réduire la résistance ou on pourrait améliorer la qualité des soins en rendant les médicaments gratuits, mais ce n'est pas nécessairement ce qui va faire changer d'opinion un preneur de décision, là, quelqu'un qui ne s'intéresse pas uniquement au VIH, mais à l'ensemble des enjeux de santé de la population. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé choisir parmi ceux-là ce qui correspondait aux engagements du pays par rapport aux objectifs internationaux. Donc, je vous ai parlé des objectifs, les 3,95 au départ, qui sont dans le fond des engagements de la santé publique de chaque pays. On diffuse nos résultats par rapport à la prise en charge de notre population. Alors, on est allé chercher parmi les issues, on a retenu ceux-là, dans le fond. Est-ce que le fait d'avoir les médicaments gratuits permet de plus souvent prendre la thérapie, d'avoir un virus mieux contrôlé? Et puis, quand on parle de prévention, parce qu'en faisant la revue aussi, moi, je voulais qu'on prenne en charge aussi les contextes de prévention. Donc, on parle de PrEP, là. Donc, est-ce qu'on est plus susceptible de prendre une PrEP si les médicaments sont gratuits? Est-ce qu'on est moins à risque aussi de s'infecter par le VIH si jamais c'est possible de le démontrer? Alors, ce sont parmi l'ensemble des bénéfices, ceux qu'on a retenus pour faire notre analyse. Je vous le disais, là, c'est une méthode formatée, rigoureuse. On appelle la méthodologie Prisma. Alors, c'est une façon de rapporter les résultats de notre revue. Alors, on a fouillé un nombre important de bases de données, d'articles scientifiques pour essayer d'identifier là, toutes les ressources, tous les articles, toutes les études qui avaient été faites sur la question. On a fait ça de 1996 à 2024 pour couvrir la période là, où la thérapie antirétrovirale moderne était, pas moderne, mais en fait, la thérapie efficace était en place. Et on cherchait tous les articles où on démontrait l'impact d'offrir des médicaments gratuits en comparaison avec des gens qui reçoivent des médicaments, mais qui doivent payer pour les obtenir. C'est pas facile d'étudier un sujet comme ça parce que la gratuité, le mot free en anglais, stupid English, free, ça veut dire plein de choses. Alors, quand on cherche free, moi, j'ai trouvé des articles sur toutes sortes d'affaires qui avaient absolument rien à voir avec mon sujet. Alors, au départ, on a dû commencer en explorant près de 33 000 articles pour les filtrer, pour essayer de trouver lesquels parmi ceux-là parlaient de spécifiquement notre question. Alors, vous voyez dans l'espèce d'arbre décisionnel, pas l'arbre qui est là, on est parti de 33 000 articles qu'on a trié comme ça jusqu'à se retrouver avec une sélection de 22 articles. Alors, 22 articles, c'est les articles qui répondaient directement à notre question de recherche. Ça a bien fonctionné. On a réussi à développer notre méthodologie de façon assez rigoureuse, tant et si bien qu'on a été invité à présenter nos résultats l'automne dernier au congrès HIV Glasgow, qui porte là, sur les enjeux de la pharmacothérapie notamment. Alors, vous voyez deux étudiantes qui ont travaillé avec moi pour faire ce travail-là. On était jusqu'à un certain moment, on était jusqu'à 6 personnes là, sur le tri là, des articles. Ça nous a pris un temps fou de trier tout ça. Mais à la fin, on a obtenu des résultats qui m'apparaissent intéressants. Alors, parlons-en des résultats. Alors là, ici, vous